Bonjour à tous. D'abord, merci d'être venus ici, nombreux, d'avoir bravé les températures hivernales de ce samedi matin pour venir assister à cette conférence. Merci aussi à la Villa Ghislaine de nous accueillir dans cette salle heureusement nommée l'Assemblée pour un sommet franco-allemand. Un sommet franco-allemand qui n'a pas pour but de sauver l'euro pour 24 heures, mais au contraire de regarder très loin devant nous, de regarder jusqu'à l'horizon. Juste un mot sur ce qui nous a donné l'idée du thème de cette conférence, puisque c'est une conférence en elle-même un peu originale, inhabituelle. En réalité, Philosophie Magazine existe en France depuis 7 ans, mais depuis un an, il y a aussi un Philosophie Magazine en Allemagne. Svenja Flaspoller, qui est à mes côtés, est la rédactrice en chef adjointe de ce magazine, qui n'est pas un duplicata, une simple réplique du journal français. Il y a des articles qui sont faits par l'équipe là-bas à Berlin. Et nous avons de constants échanges sur les auteurs, les idées, les polémiques qui agitent nos différents pays. Et en discutant avec nos confrères allemands, on s'est aperçu qu'il y avait eu un courant de pensée extrêmement fécond au cours des 30 dernières années en Allemagne et totalement inconnu en France puisque non traduit. Un courant de pensée qui correspond à un virage qu'a pris la philosophie en Allemagne, qui porte le nom de Iconic Turn, de tournant iconique. À un moment donné, les philosophes allemands ont pris conscience d'avoir trop parlé de textes, d'avoir trop longuement commenté des textes et peut-être de s'être trop intéressé à la question du langage, de la forme linguistique de la pensée. Et ils ont commencé à s'intéresser à partir de ce moment-là à l'histoire des images. L'histoire des images au sens large, c'est-à-dire à la peinture, à la photographie, au cinéma. Et ils ont redéployé certaines questions traditionnelles de la philosophie à travers l'histoire de la peinture. On voit bien que, par exemple, si on s'intéresse à l'histoire de la représentation des souverains, on peut se poser la question qu'est-ce que le pouvoir ? Non pas sur la base de textes philosophiques, mais sur la base de tableaux. L'un des livres les plus représentatifs et les plus intéressants, originaux de cette nouvelle moisson de travaux philosophiques est le livre d'Albrecht Koschorke qui est ici présent sur l'horizon. C'est un livre en fait qui se propose, à partir du thème de l'horizon, de redéployer l'histoire de la métaphysique occidentale, puisque l'horizon est cette ligne de frontière très intéressante entre la nature, la physique qui se trouve devant nous, et puis ce qui est au-delà de la physique ou de la nature, au-delà du paysage, donc la métaphysique. En représentant l'horizon, on arbitre en quelque sorte, on émet des hypothèses sur la nature de cette frontière entre la physique et la métaphysique. Donc c'est important, le fait de regarder l'horizon. Voilà. Donc ça vous éclaire un petit peu, j'espère, sur le thème qui peut paraître à première vue déroutant de la conférence, qui va se dérouler donc au rythme de tableaux que nous allons regarder et commenter ensemble. Et je vais laisser maintenant ma collègue Svenja Flaspoller présenter Albrecht Koschorke. Begrüßen zu dürfen zu dieser Veranstaltung, Voilà, bienvenue. Nous allons parler dans cette conférence sur différentes caractéristiques des paysages, à savoir l'horizon, comme dit Albrecht Koschorke, la ligne référentielle de la vision par excellence. Ça nous montre que l'horizon incarne en fait une certaine perception théorique et métaphysique. Juste quelques mots supplémentaires concernant le livre d'Albrecht Koschorke, qui était en fait le point de départ de cette conférence. Je souhaite d'abord le présenter lui-même. Il est professeur de lettres modernes et des sciences de la littérature à Constance et professeur invité de l'Université de Chicago. Depuis 2006, il fait partie du groupe de travail spécifique de recherche et donc travaille sur le réel dans la culture à Constance. Il a reçu, c'est le lauréat du prix des sciences de Berlin, le prix Leibniz.
Ces recherches se concentrent sur la culture, la théorie de la culture, la théorie narrative. Personnellement, je dois dire, l'œuvre d'Albrecht Goschork me fascine. C'est toujours un peu osé lorsqu'on le dit, parce que l'auteur a peut-être voulu tout à fait autre chose, mais si je vous explique mon point de vue, je pense que ces thèmes, ces sujets sont très concrets, très clair, on peut pratiquement les toucher au doigt. En fait, l'horizon, par exemple, quelqu'un se trouve au bord d'une plage ou au pied d'une montagne et dirige son regard au loin. C'est ça la perspective concrète, même si après l'explication sera un peu plus philosophique et théorique. C'est le point de départ. Les œuvres de Goschork sont par exemple les livres suivants, pour vous dire que ces thèmes sont très concrets. Donc son doctorat était fait les courants du corps et la correspondance, la famille sacrée et les conséquences, l'imaginaire et le pouvoir. Et le dernier livre, La vérité et l'invention, les bases d'une théorie narrative. Toutes les questions qu'il soulève et qu'il reflète dans son livre sur les horizons sont les suivants. Pourquoi nous avons cette perception que nous ressentons? Quel est l'imaginaire? Quels sont les fantasmes, la fantasmagorie derrière ces perceptions? Ce sont justement ces théories qui sont la base du travail sur l'horizon. Le titre s'appelle « L'histoire de l'horizon, la limite et le dépassement des limites dans les images de paysages littéraires ». Donc, il ne souhaite pas parler des motifs, des sujets qu'on voit sur les paysages, mais il va plus loin parce qu'il parle du positionnement de l'homme dans le cosmos. Donc, qu'est-ce que nous voyons lorsqu'on regarde l'horizon? Quelles sont les idées? Quelles sont les images que cela se reproduit? Donc, on reflète aussi ce qui s'est passé dans le passé, comme on a vu cette image dans le passé, dans les différentes époques de l'humanité. Ce qui est très, très important. Et surtout une sorte d'ambivalence de l'horizon, à savoir, d'un côté, nous avons la possibilité de voir en fait la possibilité de dépasser une certaine limite, donc une transcendance, mais en même temps, l'horizon est une limite du regard. On ne peut pas regarder dans l'au-delà. Ces deux éléments sont vraiment centrales pour lui. L'horizon est en fait la ligne du passage du visible et permet aussi de réfléchir sur ce qui n'est pas là, sur le mystère de ce qu'on ne peut pas voir, l'invisible. Ça, c'est en fait la dimension métaphysique de son travail et c'est une des raisons pour lesquelles Nicolas Grimaldi est également présent ici pour discuter ensemble sur les différentes images que nous allons montrer. Alexandre Lacroix va tout d'abord présenter M. Grimaldi. Merci Svenja. Alors, une présentation peut-être un peu plus rapide de Nicolas Grimaldi, qui est bien connu des lecteurs français. Nicolas Grimaldi, c'est un très grand professeur de la Sorbonne, où il a occupé successivement les chaires d'histoire de la philosophie moderne, puis la grande chaire, la chaire la plus prestigieuse, la chaire de métaphysique. Il a une œuvre polymorphe qui explore plusieurs directions de travail. D'abord, c'est un commentateur incomparable de Proust. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout son œuvre, je conseille particulièrement le petit essai « La jalousie », l'essai sur l'imaginaire proustien, c'est le sous-titre, qui est très fort, ainsi que Proust et les horreurs de l'amour, publié au PUF plus récemment, qui reprend le fil de cette réflexion.
C'est aussi un commentateur incomparable de Descartes. Et là, la référence qui s'impose est un livre publié au PUF en 2006 intitulé Descartes et ses fables. Mais Nicolas Grimaldi est aussi un grand métaphysicien. Et il y a un livre un peu moins connu que ceux que je viens de citer, un peu plus ardu, mais important, qui s'appelle L'Ontologie du temps, publié en 1993 et que je vous conseille particulièrement. Il va bientôt faire paraître chez Grasset les théorèmes du moi. Et là, c'est vrai que je suis assez impatient de voir comment ce grand connaisseur de Descartes va aborder la question de l'identité personnelle, la question du sujet qui est au cœur de la modernité. Et c'est aussi un amateur de peinture, un amateur éclairé de peinture, Nicolas Grimaldi. Il a consacré un petit essai à Van Gogh. Je sais que la peinture l'intéresse beaucoup. Et s'il est un représentant de la grande tradition métaphysique française, donc qui travaille les questions métaphysiques à partir des textes de l'histoire de la philosophie, eh bien, c'est aussi un amateur d'art, d'esthétique. Et du coup, la confrontation avec Albrecht Korschorke m'a paru particulièrement intéressante. Voilà. Donc, dans un tout premier temps, je vais laisser la parole maintenant aux intervenants. Dans un tout premier temps, Nicolas Grimaldi, Albrecht Korschorke, je vous propose de nous dire rapidement, en quelques minutes, quel est votre rapport, je dirais personnel à l'horizon, à l'expérience de l'horizon, comme promeneur. Comment vous y rapportez-vous? Est-ce que ça compte pour vous, la ligne d'horizon? Autorisez-moi, je vous prie, une observation aussi banale qu'elle en est triviale. C'est qu'il n'y a d'horizon que dans un paysage. Le paysage nous situe face à la nature, de sorte que l'horizon nous assigne à un site, à un point dans l'espace, et en quelque sorte, comment dirais-je, nous met à notre place infime dans le cosmos, à la différence des scènes de genre ou des portraits, des bouquets de fleurs, etc., des natures mortes, qui nous montrent le monde humain dont l'homme est le centre, de sorte qu'il a composé, configuré toutes choses autour de lui. L'horizon nous le montre décentré, étranger ou perdu dans le monde. Aussi comprend-on que l'horizon est l'indice. Il nous montre, il désigne notre finitude. Devant moi s'étend une étendue infinie, de sorte qu'aussi loin que je l'imagine, il y a toujours plus loin encore. De sorte que je n'habite qu'un fragment, qu'une parcelle, qu'une miette de l'univers. L'horizon clôture ma représentation. Il dessine pour moi les frontières du visible. Il s'agit donc d'une limite optique. Je ne peux pas voir plus loin. L'horizon, en ce sens, à cet égard, caractérise la frontière, la limite naturelle entre le visible et l'invisible. Toutefois, ce n'est pas l'acuité de ma vue qui est en cause, mais la rotondité de la Terre qui me dérobe les lointains. Et c'est pourquoi même les plus puissants télescopes butent eux aussi sur l'horizon. De sorte qu'en traçant les limites de mon territoire, l'horizon m'assigne un statut d'indigénat. Il me confine dans mon terroir. L'horizon nous rend ainsi sommairement philosophes. En effet, en voyant l'horizon, je sais
qu'il y a quelque chose au-delà de ce que je vois. Mais je ne sais pas ce qu'il y a. En sachant que je ne sais pas, en prenant connaissance de mon ignorance, je deviens, comme on dit depuis 2600 ans, philosophe. J'ai la connaissance de mon ignorance. L'horizon ouvre et ferme l'espace de ma liberté. En effet, ma liberté se limite aux initiatives que je peux prendre. Or, je ne suis libre de mes initiatives qu'autant que je peux prévoir. Or, prévoir, c'est voir venir. De sorte que la distance devient la mesure de ma liberté. En effet, on se donne d'autant plus de temps qu'on prévoit davantage, on prévoit d'autant mieux qu'on voit les choses de plus haut, c'est-à-dire en faisant reculer l'horizon. C'est pourquoi on érige des tours de guet, on place les vigies sur les hunes, en haut du mât. Les avions de reconnaissance servent mieux les artilleurs que le plus puissant binoculaire. Et voilà pourquoi, comme dans le tableau de Patinir que nous verrons dans un instant, dans l'api sur son gibet de Bruegel, l'api est au plus haut de l'arbre le plus haut, de la colline la plus haute, de sorte qu'elle voit jusqu'au fond de la mer. Avant que les choses qui débarquent de port arrivent jusqu'ici, il y aura passé 3 mois, nous aurons le temps de nous prémunir, de prévoir, de tout aménager. Nous ne serons pas pris de court, nous ne serons pas surpris. À l'inverse, dans n'importe quelle toile du Tintoret, tout personnage a le nez sur l'instant. Il bute sur l'instant. Il ne voit pas au-delà de la minute, pas la minute, de la seconde prochaine. De sorte que pour lui, l'instant est une fatalité. Il est emporté dans le tourbillon du temps. Il n'a aucune liberté. Et voilà comment l'horizon ouvre la perspective de l'attente. De même que ce que j'attends viendra de l'horizon, ce qui s'annonce à l'horizon, il faut nous y attendre. Attendre, c'est avoir les yeux fixés sur l'horizon. Et c'est pourquoi tous les personnages du désert des Tartares, chez Buzzati, ne cessent de guetter l'horizon, de scruter l'horizon, car c'est de là, non seulement que viendra l'étranger, mais que viendra le destin. Or, toute attente porte en elle-même le sens de ce qui ne laisserait plus rien à attendre. Toute attente attend de ne plus attendre. De sorte que l'eschatologie est l'horizon transcendantal de l'attente. Car qu'est-ce qui ne laisserait plus rien à attendre? L'ultimité. Ce ne peut être que l'infini, l'éternité, la plénitude, la perfection, la béatitude, c'est-à-dire les figures de l'absolu. Mais il y a encore autre chose qui ne laissera plus rien à attendre, ou qui ne me donnera plus aucune occasion d'attendre, c'est ma mort. De sorte que l'absolu et la mort configurent l'horizon transcendantal de l'attente. Et on comprend de la sorte comment l'au-delà structure l'immédiat, le prochain. De sorte que, comme dans un tableau que nous verrons dans un instant, dans la Pietà d'Avignon que tout le monde connaît, l'horizon configure la limite entre ici, et non pas là-bas, mais entre l'ici et l'au-delà, c'est-à-dire entre la nature et le surnaturel. De sorte que nous aurions quasiment 2 statuts de l'attente, un statut optique et un statut métaphysique, tantôt l'attente comme limite entre le visible et l'invisible, tantôt comme limite entre le naturel et le surnaturel. J'ose vous signaler, pour finir,
que l'horizon suscite de la sorte, l'horizon, c'est-à-dire ce au-delà de quoi on ne peut plus attendre, l'horizon suscite un fantasme eschatologique, c'est celui que configure la Pietà d'Avignon en nous montrant la Jérusalem céleste déjà à l'horizon. Le fantasme, c'est ce fantasme eschatologique qui nous inspire d'habiter l'horizon. Or, à cet égard, il me semble, pardonnez-moi cette cuistrerie, que l'horizon est, comme le noumen chez Kant, à la fois ce qui est au-delà de toute représentation et en même temps ce qui a une fonction disciplinaire en nous interdisant de nous le représenter. Je vous remercie. Alexandre Delacroix hat nach dem persönlichen Zugang zum Horizont. Alexandre Delacroix a demandé ce que c'était l'accès personnel à l'horizon. Donc, en fait, je voulais dire autre chose, mais je me suis demandé d'où vient cette fascination. Et je crois qu'elle vient de mon enfance. Lorsque j'étais dans une maison avec un grand jardin, et il y avait une ligne ferroviaire qui passait à côté de ce jardin. Et lorsque j'étais derrière la clôture, j'ai vu comment les deux rails se joignaient à l'infini. Je crois que ça m'a marqué. J'ai vu aussi des trains qui disparaissaient dans l'infini. Et aujourd'hui, je sais que c'était juste la petite liaison entre Cologne et Bonn que j'ai vécue à l'époque. Donc j'étais un peu désillusionnée par rapport à ces lointains. Et je me suis dit, pourquoi, déjà enfant, je suis tombée sur cette imagination du lointain. Parce qu'en Allemagne, il y a une tradition très forte avec ça, à savoir le romantisme. Et au cours des années, j'ai remarqué qu'il y a un schéma biographique. Parce qu'à un moment, mon père a eu une promotion et on a quitté ce village, cette maison, et on est allé en ville. Et en étant enfant, j'ai toujours rêvé de retourner dans cet infini de ce jardin. Donc, c'était un processus d'urbanisation que j'ai vécu. Et entre-temps, j'ai appris, en tout cas, ça concerne le système allemand, à savoir que les fonctionnaires, et ça c'est depuis 1750, donc les fonctionnaires commencent leur carrière dans des petites villes et s'ils réussissent bien, ils sont promus dans des villes plus grandes. C'est-à-dire que les enfants des fonctionnaires ont toujours eu ce vécu de la perte. Donc c'est peut-être ça qui a déclenché le romantisme. C'est vraiment un phénomène d'enfants de fonctionnaires. Des enfants de fonctionnaires qui sont nostalgiques de leur enfance et de cet infini. Et c'est peut-être ça qui m'a mis sur les traces de l'horizon. Le livre dont il a été question, j'essaye de décrire l'horizon comme un phénomène historique. Le livre a 20 ans et lorsque je l'ai regardé de nouveau, actuellement, il a plus de succès. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi l'horizon est redevenu aussi actuel? J'ai vu que les constats du livre valaient toujours, mais la base de cette méthode, je ne pourrais plus l'appliquer parce qu'en fait, c'était une idée de philosophie historique, c'est-à-dire le développement linéaire d'un motif. Donc, on va de l'ouverture vers la fermeture. Je ne sais pas si j'écrivais ça encore comme ça, mais je crois que les constats sont valides. Et la thèse de base, c'est que l'horizon est un phénomène historique. Donc, ce n'est pas forcément une expérience métaphysique. C'est historique puisque nous avons affaire à quelque chose qui arrive dans les tableaux lors du passage du Moyen Âge et vers les temps modernes. Donc, si on regarde les représentations artistiques, on voit que ça disparaît de nouveau de ces tableaux vers le début du XXe siècle. C'est le constat.
Donc c'est quand même mystérieux. Pourquoi l'horizon fait son apparition alors qu'il est la base de notre expérience et pourquoi il redisparaît? Est-ce que c'est lié à l'histoire de la perspective centrale pour laquelle l'horizon est une nécessité technique? Non, je crois que c'est lié à d'autres facteurs que j'ai essayé d'écrire. Donc l'horizon, c'est comme un réservoir sémantique de certaines énergies. Donc, des énergies religieuses, spirituelles, et un jour ou l'autre, ils se vident. Et ma deuxième hypothèse, donc, indépendamment de cette historicité extérieure de l'horizon, c'est un phénomène qui a un début et une fin historique, à savoir en ce qui concerne en tout cas la représentation dans des tableaux artistiques. Donc la deuxième thèse, c'est que l'horizon a une histoire intérieure, une histoire de la métaphore de l'ouverture vers la fermeture, avec une ligne de partage aux alentours de 1800. Métaphore d'ouverture comme l'horizon comme une partie d'une grande orchestration d'un départ vers le lointain géographique, colonialiste, donc lointain aussi du cosmos, mais aussi un lointain de l'imaginaire. Donc vraiment une grande orchestration d'un départ vers un monde au-delà de la vie humaine, de la société, avec des éléments très transcendants. Et à un moment ou à un autre, l'horizon devient un motif de l'expérience, à savoir la vision ou le cercle de vision se referme toujours de nouveau. Et M. Grimaldi l'a dit, cette situation se change. Et un jour ou l'autre, ça devient une attente du rien, donc une attente infinie. Et l'expérience, c'est que le monde est rond, la Terre est ronde. Donc le cercle se ferme, peu importe où on va. Donc on est limité par ça. Et si on continue à voyager, eh ben, on arrive à son point de départ. Donc on a fait un cercle. Cette expérience est traitée aussi de manière littéraire dans le 19e siècle, dans le roman de Melville Moby Dick, où il dit le monde est un zéro vide comme une pièce de monnaie. Il ne sert qu'à être vendu pour boucher les trous de la Voie lactée. Donc voilà comment on s'imagine cet ancien lointain. C'est une deuxième histoire interne de l'horizon. Avec les tableaux, on verra peut-être si on peut les représenter en si peu de temps, mais c'est mon accès. Et il va falloir se demander aussi si l'historicité de l'horizon correspond à l'horizon comme on veut le thématiser aujourd'hui, à savoir l'horizon comme expérience métaphysique. Merci beaucoup. On va maintenant commencer à regarder ces tableaux. Et le tout premier tableau, c'est la Pietà de Villeneuve-les-Avignon, dont Nicolas Grimaldi a déjà dit un mot et que j'invite maintenant à commenter en même temps qu'elle apparaît sur les écrans autour de nous. Nicolas ? Ce tableau prend la suite d'une longue histoire de peinture sacrée qui commence avec le XIIIe siècle environ. Avant d'arriver à ce peintre qui longtemps fut anonyme, toute la peinture sacrée rhénane, par exemple la peinture de Schongauer. Et Schongauer est intéressant, je cite Schongauer, que vous trouvez au musée Unterlinden de Colmar, je le cite parce que il est à la césure entre une tradition de peinture sacrée où l'horizon est la limite entre la nature et le surnaturel. Et c'est pourquoi le ciel, si j'ose dire le ciel, c'est-à-dire ce qui est au-dessus, ce qui est au-delà, n'a pas la couleur, comment dirais-je, de l'atmosphère,
c'est toujours uniformément doré. Le ciel est devenu minéral. Parce que ce qui est minéral ne change pas, semble ne pas se transformer. Ce n'est pas comme l'air qui s'irise de toutes les façons, indéfiniment changeant, indéfiniment mobile. Cet or minéral figé symbolise cet au-delà où rien ne se passe que l'éternité. Mais en même temps, vous aurez remarqué que vous ne pouvez pas le voir sur cette projection, mais autour des personnages sacrés, à savoir Saint Jean, la Vierge et Madeleine, il y a une auréole, et cette auréole est exactement de la même nature que le ciel. Le ciel qui n'est pas un ciel. L'auréole est du même or. C'est-à-dire cette chose immuable qui ne... Voilà. Alors, je citais Charles Gower parce que dans l'histoire des peintures de Charles Gower, qui toutes représentent des scènes d'histoire sainte, vient le moment, par exemple, dans une toile qui représente la visite de Marie à une visitation. Les deux femmes sont l'une face à l'autre, se tiennent les mains à la fois de stupéfaction et de compassion, et pour la première fois, il y a un horizon. La scène se passe dans la nature, quasiment comme dans un Gauguin du Pouldu. Ce peut être deux petites Bretonnes qui viennent annoncer l'événement fatal l'une à l'autre. Mais généralement, dans la peinture sacrée, et c'est encore plus frappant dans les rétables, car ceci, le format est bien trop grand, évidemment, pour faire partie d'un rétable, mais la scène pourrait faire partie d'un rétable. Sur les rétables, vous voyez toutes les scènes de l'histoire sainte juxtaposées. L'important, c'est ceci, c'est que toute l'histoire sainte se développe, se déroule, se succède dans un temps où il n'y a pas de succession, puisque nous l'avons sous les yeux tout à la fois. C'est la simultanéité de la succession. Et en effet, dans l'éternel, le successif n'est qu'une illusion. Enfin, à mon avis, c'est ce que figure cet horizon sans horizon, cet horizon métaphysique qui assigne le devenir, les mouvements, l'anecdotique au monde profane et, figure l'éternel, l'au-delà, comme ce en quoi il n'y a aucune différenciation, c'est-à-dire l'avenir, comme dirait l'autre, l'avenir est paresse. Mais en fait, il ne parlait pas de l'éternité, il parlait de la mort. Vous avez néanmoins remarqué, on le voit très mal, je crois, sur cette projection, à moins que ce soit ma propre vue qui se brouille, c'est que sur la gauche, juste à la ligne de l'horizon, avec quelques minarets, se configure, se profile la Jérusalem céleste. C'est elle qui est promise à ceux qui passeront d'ici à au-delà, ou de la nature au surnaturel, ou du temps à l'éternité. Le reste ne s'agit pas de l'horizon. Ce qui me fascine dans cette peinture, c'est qu'elle pourrait être tirée d'un tympan roman, car c'est un arc de cercle dans lequel tout se configure. La mère Marie et la verticalité. Vous avez deux cintres de part et d'autre, Saint Jean et Marie-Madeleine, et puis l'horizontalité du corps à l'anguille de Jésus. Merci. Albrecht Koschorke. Oui, c'est un des tableaux où on a une première petite transition de l'art doré vers la représentation des paysages. Donc un espace profond de paysages. Mais comme il a déjà été dit, cela se limite à une ligne très très fine. On voit le symbole de la ville céleste, Jérusalem. Mais de l'autre côté, on voit au fond, c'est difficile à voir sur la projection, mais on voit un paysage de montagne. Donc, entre ce fond doré sur lequel se détache cet événement sacré
Et donc, devant ce fond doré, on devine un paysage de montagne. Je trouve que cette histoire du fond doré par rapport à l'horizon, c'est important parce que l'horizon va finir par absorber toute cette or. On va le voir aussi dans la luminosité de ces tableaux. Le fond doré se retire dans une lumière lumineuse et il se retire dans une autre région. On ne peut pas le voir sur ce tableau. Il se retire dans le cadre. Donc, se retire dans le cadre du tableau, disparaît de l'espace du tableau et se retire dans le cadre. Et ça va jusque dans le 19e siècle. Voilà ce que je peux dire par rapport au fond doré. L'horizon, j'avais déjà parlé de la métaphore du réservoir. Donc, ces moments spirituels sont représentés par ce fond doré. Sur ce tableau, il est important de voir qu'on n'a pas encore affaire à un espace. On a ce merveilleux groupe de personnages dans un deuil très retenu, donc on ne s'adonne pas à la douleur comme c'est l'habitude de voir sur des piétas. On voit la tristesse de Marie qui ne tient pas Jésus. Il y a aussi un conflit entre les représentations théologiques. Donc, est-ce que Marie doit vraiment se donner tout à la douleur ou est-ce qu'elle doit se retenir? Là, on a Marie qui représente l'Église, qui montre un deuil retenu, qui prie. Mais on voit aussi les autres personnages dans un espace propre à eux. On voit Marie-Magdalène, comme elle prépare l'onction. On voit aussi le disciple Jean, comme il enlève la couronne de la tête de Jésus. Donc, il n'y a pas de contact du regard entre ces personnages. Il n'y a pas d'espace pour eux. La même chose pour le personnage à gauche. Il ne fait pas partie de ce groupe. Il regarde de côté et il répète la prière de Marie. Donc, on n'est pas encore dans un monde où les différents éléments créent un espace uniforme. Donc, un horizon ne donnerait pas de sens, puisqu'on est dans un monde où l'événement est représenté dans sa dimension sacrale. Un monde qui se déroule sur fond doré. Et cela est souligné, M. Grimaldi l'a dit, c'est souligné par l'inscription qui donne une indication spirituelle. Vous tous qui passez par cette voie, arrêtez-vous et regardez s'il y a pareille douleur. Ce que je vous propose, Albrecht, c'est de poursuivre ce commentaire en passant au tableau suivant, donc le tableau de Joachim Patinir, le baptême du Christ, qui date du début du XVIe siècle. Et je vous propose juste de poursuivre le commentaire pour nous expliquer ce qui a changé. Oui, avec plaisir. Patinir est un de mes peintres préférés. En fait, ici, vous voyez un de ces paysages grandioses du XVIe siècle qui montre le monde. Donc, la peinture ne souhaite pas encore montrer un extrait du monde, mais rentre dans le monde dans son ensemble par un extrait qui représente cette image. Donc, l'horizon se trouve en haut, en fait. C'est lié au fait que dans la peinture flamande de cette époque, en fait, les représentations avaient souvent des éléments de cartographie. En fait, il y a un lien entre la cartographie et l'art qui se résout par le fait que les
carte qui avait un horizon, une ligne d'horizon. Dans les cartes, disparaît l'horizon vers le haut. Donc, on a une projection de cartographie ensuite. Et dans la peinture, l'horizon est déplacé vers le bas, pas par pas. Donc là, il n'y a pas encore une perspective centrale, car on se trouve à la même hauteur d'yeux que les autres éléments de cette toile. On voit le baptême, donc en avant-plan, on est à la même hauteur de vue que tous les autres éléments du paysage. Donc vous voyez, en fait, il y a un mouvement du bas vers le haut, un regard qui n'est pas encore un regard de devant vers l'arrière. On n'a pas encore une fuite, un point de fuite qui guide le regard pour aller au loin. Donc là, le regard se soulève sur un axe vertical de la Trinité. On voit Jésus au milieu, donc on voit la colombe et au ciel le Père. Et donc c'est très très intéressant. La colombe est un élément de cette peinture qui fait partie de l'horizon. Donc c'est en fait l'élément spirituel de la Trinité qui se trouve de ce paysage qui a une perspective vers le loin. Donc c'est un motif de la peinture, mais aussi une certaine mise en perspective pour montrer en fait un acte sacral. Et donc ensuite cet élément est absorbé par le paysage. Un jour, tous ces motifs vont disparaître et il ne restera que le paysage. En ce qui concerne la lumière, vous voyez cette lumière qui représente la luminosité et qui n'est pas une lumière physique, mais bien en fait une brillance qui vient de loin et qui est en fait l'héritage du fond doré. Merci. Nicolas Grimaldi, on a perdu le fond minéral doré. Pour nous entrons dans cette époque où l'histoire sainte ne sera pas simplement au tympan des cathédrales ou sur les rétables au-dessus des autels, de même que chacun d'entre nous a à imiter le Christ, la vie du Christ est représentée sous les espèces les plus profanes. Rappelez-vous ce que disaient les descriptions de Proust à propos de François, c'était cette petite église romane romane et bretonne, où les apôtres ont les visages des pêcheurs normands. C'est la contemporanéité de l'anachronique. Jésus est toujours présent parmi nous. Or, c'est le début, commence l'époque où tous les peintres, nous avons affaire à un peintre hollandais, vont faire le voyage d'Italie. Ils ont donc traversé les Alpes et vu les Dolomites. Et c'est très caractéristique du style ou du choix des accessoires par Patinir. C'est que Patinir a un goût irrésistible pour ces montagnes qui sont comme des pics, qui sont comme des piolets, et qu'il place dans de très nombreux de ses tableaux. Cette verticalité est précisément ce qui recule l'horizon. Et en reculant l'horizon, elle nous fait voir dans la simultanéité la succession de tout ce qui est en train de se passer. C'est une vue synoptique de l'événement, ou plutôt de la multiplicité des événements qui se produisent en un instant. Évidemment, vous aurez remarqué que c'est sur un même axe vertical et qui coupe quasiment le tableau en deux que se trouve le Père,
la colombe du Saint-Esprit qui représente l'irreprésentable, qui phénoménise ce qui ne peut pas être un phénomène, c'est-à-dire la relation du Père au Fils. Le Saint-Esprit qui descend du ciel vers la terre, et dessous, alors le Verbe incarné, Jésus recevant le baptême. Mais comme on voit toute chose de si loin, dans la simultanéité, nous voyons la succession de ce qui arrive. Nous voyons au premier plan le baptême. Sur la gauche, en un deuxième plan, le sermon sur la montagne. Un peu plus loin, à peine un peu plus loin, sur la droite, Jésus isolé sur un bosquet qui représente peut-être la solitude de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Peut-être que si nous étions face au tableau, nous en verrions d'autres. Bref, nous voyons dans la simultanéité l'histoire. L'histoire est tout entière présente sous nos yeux, de même qu'elle l'est pour la science de vision. Ah, pardonnez-moi comment dirais-je, ce vocabulaire. Leibniz, dans un ouvrage célèbre, La cause de Dieu, prouvé par sa justice, distingue la science d'intelligence et la science de vision. La science d'intelligence, c'est celle par laquelle Dieu concevait l'infinité des mondes possibles avant d'en créer un, et la science de vision qui lui fait voir en chaque instant l'infinité de tous les autres. Eh bien, Dieu a la science de vision, il voit en un instant tout ce qui se passera. Depuis la fuite en Égypte jusqu'à la crucifixion, il voit ça en un seul instant. Eh bien, comme nous, n'est-ce pas, qui nous voyons en un seul instant toute l'histoire qui conduit Jésus jusqu'à la fin. Mais vous aurez remarqué que par ces lignes successives, par ces lignes de crête successives, nous allons quasiment d'horizon en horizon. Et évidemment, plus une chose est éloignée, plus elle est claire. Donc les tons clairs sont à l'horizon. Mais regardez, comme l'horizon, ici, est mouvementé. Ici, dans le monde profane, tout est, comment dirais-je, tout se bouleverse sans cesse. Tandis que Dieu ouvre une crevasse de lumière dans les nuages, précisément dans la plénitude de sa clarté, où en effet il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de relief. Les nuages interrompent leur mouvement de se chevaucher les uns les autres pour laisser apparaître Dieu à son balcon. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Mais c'est très bien. C'est très bien. On va faire un saut maintenant de 3 siècles. On va continuer avec vous, Nicolas, si vous le voulez bien, pour regarder un des tableaux les plus connus de l'histoire de la peinture, tout simplement, ou en tout cas de la peinture romantique. C'est le fameux Moine au bord de la mer de Gaspard David Friedrich, qui s'affiche maintenant. Et là, encore une fois, on mesure une immense évolution de la manière dont on conçoit, dont on représente l'horizon. Que se passe-t-il cette fois-ci ? Alors, oui, très bien. Ce qui est frappant dans ce tableau, c'est qu'à 30 ans de distance, vous en avez un très semblable de Courbet, qui est également qui représente la même chose. Un homme tout seul devant la mer. Mais chez Courbet, c'est au musée de Montpellier, la mer est verte, enfin c'est un... Tandis qu'ici, l'homme est seul face à l'horizon, mais comme face à un gouffre. D'ailleurs, de même que le gouffre, où on ne distingue rien, qui met en déroute toute représentation. Il n'y a pas de point de repère. Ici,
On distingue à peine le bord du précipice, le bord de la falaise, et le reste, car le reste est indifférencié. Le reste est en quelque sorte le tohu-bohu qui nous attend, celui dans lequel nous serons précipités et dans lequel nous allons nous dissoudre. Car cette solitude, de même qu'on meurt toujours seul, toute solitude est en quelque sorte une anticipation de la mort. Hein? Il n'y a personne pour m'accompagner. Tel est le véritable destin de l'homme lorsque rien ne le distrait, lorsqu'il ne cède pas au divertissement pour oublier précisément sa situation mortelle, c'est-à-dire sa situation injustifiable. Car le voici tout à fait au bord du gouffre. Et au-devant lui, certes c'est l'infini, mais cet infini c'est le chaudron des sorcières. Il n'y en a que les vapeurs qui se fondent les unes dans les autres. On ne voit rien. Profite de ce que tu peux voir, ça ne durera pas. C'est tout. Albrecht. J'aimerais bien revenir avec mon regard. Je ne regarderai pas vers Courbet et la peinture du 19e siècle, de ce qui ne se passe plus ici, parce qu'on verra mieux le contraste si on se représente les siècles entre les deux, si on regarde les tableaux de Poussin, par exemple, et si on regarde ce qu'il n'y a pas sur les tableaux. Puisque là, il n'y a pas de monde à différents niveaux avec des personnages devant et un événement au milieu. Donc, des éléments qui ont un effet de retardement aussi et qui nous donnent la possibilité d'assimiler l'horizon. Ce qu'on ne trouve pas, c'est quelque chose qui prendrait la fonction d'un cadre intérieur du tableau. On ne trouve pas d'arbres, pas de murs, pas de piliers tombés, tout ce que vous voulez, des choses qui nous donneraient un cadre. Je vais revenir sur ce terme du cadre tout à l'heure. Ce qu'on ne trouve pas non plus, ce que Caspar David Friedrich a même surpeint, puisqu'il a peint tous les objets qu'il avait prévus au début. À gauche et à droite, il avait prévu un voilier et il a repeint ces voiliers. Il avait prévu aussi la lumière de la lune qu'il a repeint après. On le sait, puisqu'il y avait des visiteurs dans son atelier qui nous ont transmis ça, mais il y a aussi l'infrarouge qui nous a aidés pour voir ces voiliers surpeints. Tout cela a disparu. En ce qui concerne le cadre, eh bien là, il y a quelque chose qui se passe qui correspond à la cohésion avec l'habitude de voir au XVIIIe siècle. On avait parlé d'une vision cadrée. Donc, le fait de s'exposer à l'expérience d'un grand espace avec cette expérience de sublime, donc toujours à partir d'un point sûr, d'un point cognitif. Et cela a été assuré surtout par ce cadre qui a été mis en avant. Donc là, on a l'effet grand angle. Et la conséquence, c'est qu'on tombe dans ce tableau. On n'a pas la possibilité de s'accrocher à quelque chose. Et cela a donné la métaphore très connue de Heinrich von Kleist qui a dit « On voit ce tableau comme si on vous coupait les paupières ». C'est-à-dire, ce tableau, on le voit sans avoir la possibilité d'une délimitation cognitive. Donc, le fait qu'on ne voit pas vraiment la mer, puisque c'est juste une zone noire dans la partie inférieure du tableau, eh ben, cela nous enlève aussi un autre accès vers ce tableau qui a été codé au XVIIIe siècle, à savoir cet accès du désir du lointain. Donc, c'est pour ça que c'est un tableau très important pour moi dans mon historiographie de l'horizon, parce que là, on voit que ce lointain utopique, ce lointain dont on rêve et qui
est lié à cette promesse eschatologique de l'horizon, et bien là, ça donne un lointain noir d'où on ne peut rien attendre. Et ça, c'est particulièrement souligné par ce personnage qu'on voit de dos qui regarde dans ce désert, dans cette impossibilité d'avancer dans cet espace. Vous avez dit tout à l'heure que l'horizon avait aussi une dimension politique, et c'est ce qu'on va voir avec un tableau de Turner qui... Non, le suivant, le tableau de Turner, voilà, qui a seulement 30 ans de plus que le tableau précédent de Caspar David Friedrich, et qui s'appelle Slave Ship, c'est-à-dire, on l'a traduit en français, négrier jetant par-dessus bord les morts et les mourants, ou le bateau d'esclaves, c'est une autre traduction que vous trouvez là. Alors, qu'est-ce que ce négrier, cette présence de ce bateau apporte de neuf? Albrecht Koschorke. Un tableau qui possède un objet politique concret. Donc là, c'est une plainte par rapport à la cruauté de l'esclavagisme. Donc, il y a History of the Abolition of Slave Trade. C'est ça qui est derrière ce tableau, puisque Turner s'est exprimé politiquement. Il était contre l'esclavagisme en Grande-Bretagne dans ces années-là. Et on voit tout de suite que ce bateau dont on jette les mourants et les cadavres, eh ben, c'est pour des raisons d'assurance, puisque sont assurées uniquement les personnes qui ont été jetées du bateau. Donc, on voit aussi un certain aspect mythologique, puisque dans la partie droite du tableau, on voit des animaux, des personnages allégoriques. Le tableau décrit d'abord un certain topos, à savoir la navigation sur une mer houleuse. Et ce topos est changé parce que ce n'est pas la mer qui est le Léviathan, même si ce motif le fait penser, le motif à droite, mais parce que cette horreur part du bateau lui-même, à savoir des navigateurs humains sur cette mer. Cette explication allégorique a fait dire à Thackeray qu'il n'était pas sûr si ce tableau était sublime ou ridicule dans ce surcodage. Si on regarde la structure spatiale de ce tableau, on voit qu'il y a surtout une ligne verticale. Ça va du milieu vers la droite avec ce coucher de soleil. Sinon, l'horizon a déjà un peu glissé parce que ça donne un effet diagonal. Le bateau essaye de partir d'un centre de gravitation qui est représenté par le soleil couchant. Donc le bateau essaye d'aller vers la gauche, vers une lumière bleuâtre, blanchâtre, dont on ne sait pas d'où il vient. Donc on voit que l'espace profond s'est dissous. On peut à peine distinguer la terre du ciel. C'est quelque chose de très tumultueux, un tumulte des éléments, mais aussi un tumulte des couleurs, puisque l'espace devient quelque chose qui disparaît. Donc, ce n'est pas quelque chose qui appelle, ce n'est pas un appel du lointain, ce n'est pas le désir du lointain qui appelle. Donc là aussi, avec ce tableau, on peut mieux le comprendre si on le met dans une relation négative par rapport à la tradition. Dans la recherche, on a parlé d'un tableau de Claude Lorrain, donc un port dans un coucher de soleil, un tableau qui
créer un arrière-fond négatif parce que ce côté ordonné est dissous ici. Je crois avoir beaucoup appris, il ne me restera plus grand-chose à dire. Par exemple, je n'aurais pas deviné tout seul que ce bateau était un bateau de négrier, qu'il est en grand danger de périr, et que par conséquent, avec 8 ans d'avance, ce tableau annonce le manifeste communiste, à savoir que le capital poursuit sa propre perte, puisque plus il embarque de cargaison, plus il va la perdre. Donc il se détruit à mesure qu'il progresse. Mais ce qui me frappe dans ce tableau, et à cet égard, évidemment, on pense comme vous au soir du Lorrain, mais les lointains du Lorrain sont des lointains enchanteurs, prometteurs. Là-bas, tout n'est qu'ordre et beauté. Mais c'est qu'en effet, là-bas, l'horizon est bien dessiné. Là où le soleil se couche, on voit presque le bord du lit. Tandis qu'ici, dans cette sorte de, comment dirais-je, de tourbillon de la lumière, de fête de la lumière, le ciel ne se distingue plus de la mer. Alors évidemment, il est assez curieux ou amusant d'observer cette sorte d'éventaire de poissonniers qui se trouve dans le coin tout à fait en bas à droite, où nous avons toutes sortes de poissons et peut-être même de poulpes, mais dans l'ensemble, tout ce qu'on distingue dans ce tableau, hors le voilier en perdition, c'est qu'on ne distingue plus rien. On distingue juste à peine qu'on ne distingue rien. Et par conséquent, là où il n'y a plus d'horizon visible, on ne peut plus s'orienter. Et par conséquent, on est perdu. Ce que je lis dans cette fête de la lumière, qui est une fête pour le tableau et un drame pour les navigateurs, c'est la perdition. L'horizon, comment dirais-je, qui nous ramène à notre infimité, en même temps nous rassure. Car l'horizon, c'est en quelque sorte la limite de la stabilité. Ici, plus rien n'est stable. Et non seulement rien n'est stable, rien n'est prévisible. Le bateau suit-il sa route? Regardez ses vergues, il ne tardera pas à être dématé. Où il n'y a plus d'horizon, il n'y a plus de représentation, il n'y a plus d'orientation. Si j'ose dire, il n'y a plus de points cardinaux. Et par conséquent, c'est le possible, tout est devenu possible. Qu'en sera-t-il dans 10 minutes? On ne sait pas. Peut-être que dans 2 heures, le ciel se sera dégagé, le calme sera revenu, on pourra reprendre la route, on pourra carguer les voiles. Mais pour le moment, il ne faut qu'échapper à cet instant et essayer de survivre. C'est tout. Merci beaucoup. Le 19e siècle mérite un parcours au ralenti. On a vu que le romantisme figurait à un horizon béant, noir, inquiet avec Caspar David Friedrich. On a vu, on va revenir à Van Gogh. Oui, on a vu ensuite qu'avec Turner, eh bien, l'horizon c'était aussi un horizon marqué par l'impérialisme, la colonisation, l'esclavagisme, et qu'il pouvait prendre une dimension politique. Et voici une 3e toile que nous vous proposons dans ce parcours du 19e siècle, qui est une toile de Vincent van Gogh, un peu plus paisible que les 2 précédentes. Albrecht Koschorke, est-ce que vous voulez prendre la parole à ce sujet? Oui, avec Van Gogh, on arrive à la fin de la perspective dans la peinture. On arrive aussi à la fin de ce que j'appellerais l'époque de l'horizon. On connaît ces tableaux d'intérieur avec des lignes de fuite qui basculent, qui tombent. Et on voit ici, sur ces tableaux de paysage, comme des éléments réalistes
lutte contre l'impressionnisme et il y a quelque chose comme un espace profond tridimensionnel. On a encore un reste de l'ancien monde dans la zone protégée de ce village nocturne à droite en bas. Le village tout en bleu avec des fenêtres de lumière jaune, avec la couleur des étoiles. Donc, tout cela encadré optiquement et aussi protégé par quelque chose qu'on peut identifier comme des montagnes. Et face à ça, il y a une correspondance, mais aussi un contraste, à savoir une structure verticale, un arbre, peut-être un cyprès, qui s'érige dans le ciel. Et par-dessus cette bande de lumière jaune qui devient onde avec des tourbillons de lumière dans ce ciel bleu. Si on regarde le titre de ce tableau, à savoir La nuit étoilée, on pourrait y voir un sujet romantique, donc nuit étoilée. Et jusqu'à un certain point, ce tableau peut être interprété de cette manière-là. Mais si on regarde bien près de l'horizon, eh ben, cette convention visuelle se dissout, puisqu'il y a d'autres figures spatiales qui donnent plutôt des associations astronomiques et qui perturbent un peu la perception. On pourrait même dire ce qui se passe là au milieu du tableau, c'est presque quelque chose comme un signe mystique du cosmos, c'est comme une arabesque qui donne une grammaire tout à fait différente à ce tableau. Merci. Nicolas Grimaldi, vous avez consacré un beau livre à Van Gogh, Le soufre et le lilas, et nous vous écoutons. Puisque nous parlons de l'horizon, ce qu'il y a de plus frappant dans cette toile est que l'horizon soit tout au bas. De sorte que si le tableau avait été peint sur le motif, il aurait fallu qu'il l'eût peint d'avion. Donc, ce tableau est un tableau imaginaire, reconstruit, et en effet, personne, même en Arles, et même par le plus beau temps, on n'a jamais vu une nuit semblable. Pour percevoir un horizon, vous aurez remarqué que Van Gogh a souligné d'un bleu très sombre, presque noir, la ligne des collines, pour qu'il y ait un horizon. Mais si vous voyez le paysage du bas, c'est-à-dire le paysage terrestre, lui aussi semble emporté par la même houle que le ciel, car nous sommes dans un univers de part en part tourbillonnaire. Si j'ose dire, c'est le monde d'Héraclite. Même les flammes des cyprès se tordent comme des bobèches. Ce qui est... Alors, je ne parle pas de l'horizon, car l'horizon ici ne sert qu'à souligner le caractère tourbillonnaire de toute chose, mais particulièrement du ciel. Et vous aurez remarqué, pardonnez-moi, ça n'a rien à voir avec l'horizon, que les astres qui sont entourés d'un remous de lumière, d'un tourbillon de segments très clairs avec une pointe de jaune de cadmium, c'est exactement la même manière dont il a représenté dans Le Café la Nuit, la même année en Arles, Le Café la Nuit, les lampes. Les lampes qui, à l'intérieur, sont peintes de la même façon qu'ici, ces astres qui sont happés par le tourbillon de leur clarté.
Ce qui est peint ici, c'est que rien ne demeure, rien n'est prévisible, et que tout est irrésistiblement emporté dans la frénésie du mouvement. Et par conséquent, s'il y avait un homme dans un paysage aussi inhumain, quoiqu'il y ait un clocher, il ne sentirait que sa propre solitude et son éphémérité. L'étonnant, évidemment, c'est que c'est l'occasion de ne peindre qu'avec du bleu et sa complémentaire, le jaune. C'est-à-dire que même le petit village et l'aiguille de son clocher, tout est bleu. Maintenant, ceci n'a rien à voir avec notre sujet. Cette toile est tellement expressive, tellement caractéristique du style de Van Gogh, à peu près à partir de cette époque, c'est-à-dire où il ne va peindre que par segments de droite, par bâtonnets. Alors, le paradoxe, c'est que tout est circulaire, tout est tourbillonnaire, et ce n'est fait qu'avec des tout petits segments de droite, des bâtonnets. Merci. Nicolas, vous avez terminé ? Vous avez terminé sur ce tableau ? Oui, oui. Si je l'ai aimé ? Ah non, si vous avez terminé sur ce tableau, ce que vous souhaitiez dire. Pardon, j'ai pas bien compris. Avez-vous terminé votre exposé sur ce tableau ? Oui. Donc nous allons passer maintenant au XXe siècle avec deux tableaux. Et bon, on passe un petit peu au pas de course d'un tableau à l'autre, mais c'est vrai qu'on aura ensuite un temps pour les questions. Et au XXe siècle, on va assister à une progressive érosion ou disparition de l'horizon. On a choisi de le montrer à travers deux toiles. La première est de Salvador Dali, L'horizon oublié. Et je vais donner la parole à Albrecht Koschorke sur cette toile. Oui. Donc, arrivé au XXe siècle, en fait, l'espace trois-dimensionnel est reconstruit. On constate qu'il revient. Et donc, les proportions ne sont pas des compositions de lignes dans la surface. Le surréalisme dans son ensemble, et avec Salvador Dali, nous rencontrons un contrepoint très intéressant qui nous montre toute la magie de l'horizon, qui le rappelle en fait. Nous assistons à nouveau à des moyens de mimétisme. Donc, on célèbre cet horizon en quelque sorte en mettant en parenthèse, car il s'agit d'éléments de montage, même le point de fuite est pratiquement un élément de lointain, du lointain, une citation. Comme dans le vintage, on remarque que le groupe des personnages est en fait comme un groupe sur une carte postale qui a été redessiné. Ce monde à la plage montre aussi avec un bateau détruit qui est arrivé à la plage. Et au centre, une passante un peu perdue, isolée dans ce monde, qui nous rappelle à nouveau qu'elle ne représente pas en réalité ce qu'elle est, qu'elle est en fait un élément du monde surréel. Donc à nouveau cet espace profond dans une contingence et avec un caractère de fétiche un peu des éléments qu'on voit, des objets, des restes, des résidus, des mondes sémantiques qui correspondent à la tradition, comme le vrac, le bateau abîmé.
C'était en quelque sorte une représentation allégorique d'un rapport entre les genres, car à gauche, nous avons des personnages, des femmes, avec un mouvement du corps vers la droite. Et à droite, on a des éléments, en fait, des éléments d'une virilité échouée. Et donc, on voit aussi un corps masculin qui nous fait, en fait, l'effet d'un mort. En fait, ceci nous incite à réfléchir, mais on n'a pas toutes les clés de l'interprétation. Je trouve que cette peinture est très intéressante, est un peu à part dans la peinture du XXe siècle. Plus tard, nous analyserons les lignes, les courants majeurs, mais ceci est en fait, en quelque sorte, une perspective du lointain un peu originale. Merci. Nicolas? Eh bien, s'il y a une toile qui met en évidence l'horizon et qui n'existerait pas sans l'horizon, c'est bien celle-ci. Veuillez, je vous prie, regarder indépendamment des objets qui s'y trouvent disséminés. Veuillez regarder les trois plages qui la constituent. Voici une toile qui est quasiment un monochrome, je dis quasiment, car elle n'est peinte qu'avec du blanc, du noir, du jaune de Mars et peut-être du jaune de chrome. S'il n'y avait pas les personnages, la carcasse de bateau, etc., bref, nous pourrions penser que le premier plan est une plage, du sable. Deuxième plan, l'étendue de la mer, une mer plate. Troisième plage, l'étendue du ciel parcourue ou striée de nuages gris. Grâce à cette minuscule ligne plus foncée qui délimite la deuxième plage et la troisième, nous distinguons la mer et le ciel. Et du même coup, nous distinguons et du même coup, parce qu'il y a des objets sur la deuxième page, ce sont ces objets qui nous font identifier ceci comme du sable et non comme une mer étale. Car si c'était la mer, ils seraient tous engloutis. Or, ils ne flottent pas, ils sont posés. La carcasse ne s'enfonce pas dans la mer, elle y est posée. C'est donc une étendue de sable. Et au premier plan, sur ce qui est donc une plage, nous avons trois personnages qui se livrent à des facéties libidineuses. Qu'y a-t-il dans cette toile? Sur ce désert de sable, la carcasse d'un bateau qui finit de pourrir, peut-être une personne qui s'avance vers elle, encore une trace, un vestige, un reste, c'est-à-dire le trois fois rien. Et puis, trois personnages intemporels qui essaient de tuer le temps au premier plan. C'est à la fois de représenter l'immensité du rien et en même temps le trois fois rien, le premier plan. Enfin, c'est une toile singulière, si singulière. J'en connais pas les dimensions, mais qu'elle me semble être une pochade fantaisiste. Il s'est amusé à faire un quasi monochrome représentant quasiment rien. Nicolas, on va poursuivre avec vous et regarder maintenant le dernier tableau de notre série, Agrigente, un tableau de Nicolas de Staël, qui sonne cette fois-ci le glas du surréalisme et qui propose une autre approche. Oui.
dans cette toile. S'il n'y avait pas, sur toute la partie supérieure de la toile, presque la moitié, cette grande plage de bleu uniforme passée au couteau, nous ne pourrions pas dire que nous sommes non loin de la mer, et ce qui représente la mer, c'est ce bleu indigo qui sépare le bleu du ciel de la plage vermillon-orangé, triangulaire, qui descend vers nous. Étant donné, regardez, il n'y a qu'une toute petite plage intermédiaire entre le ciel et, je ne sais pas, ce grand champ, peut-être ce grand champ moissonné jaune au premier plan. Il y a juste un petit bandeau qui est véritablement peint. Le reste, c'est uniforme. De sorte que cette bande médiane est écrasée entre le ciel minéral uniforme où il ne se passe rien et cette grande étendue, je suppose moissonnée, écrasée elle aussi où il ne reste plus que quelques meules ou et la peinture, c'est cet entre-deux. Et c'est entre-deux où les choses s'entremêlent avec cette violence des couleurs et tout ce qu'il y a de vivant, tout ce qu'il y a de vibrant, et de vibratile, où les choses se nuancent, entrent les unes dans les autres, parce qu'elles vivent, c'est uniquement la partie centrale, qui est un peu échancrée avec du bleu, n'est-ce pas? Où en effet, il y a une modulation des couleurs, une vibration. Et par conséquent, c'est cette tranche, cette bande écrasée entre les deux solitudes qui en fait à la fois le pathétique et l'intérêt. Mais ce qui est frappant, c'est la véhémence des deux plages vermillon-orangé qui, comme, si j'ose dire, qui encadre, qui enserre la zone centrale. Mais ça aussi, on ne prend que chez des personnalités infiniment fragiles, comme Van Gogh. Nous sommes ici, c'est un tableau de la solitude, ça aussi. Tout ce que vous voyez, enfin, tout ce que l'on peut interpréter, on ne peut l'interpréter que comme des traces. C'est-à-dire, le passé était vivant, le passé avait une histoire, ces choses résultent d'événements antérieurs, mais nous n'avons plus affaire qu'à la présence du passé. À présent, rien n'y vit. Alors, vous avez parlé de... Je regardais là-dessus, enfin peu importe. Ah, vous avez parlé d'un retour à un ciel uniforme, à un ciel minéral. Donc, vous avez employé les mêmes termes qu'au début, quand on parlait de la pietà. Est-ce que, alors je me tourne vers vous, est-ce qu'avec cette toile, on peut dire que l'histoire de l'horizon en peinture, qu'on a traversé un petit peu au pas de course, se termine en un sens? Est-ce que c'est une sorte d'épilogue? Oui, épilogue, c'est bien dit. Nicolas de Staël a en fait créé un cycle des différentes toiles de la Sicile. Et ici, donc, il fait rappel à nos habitudes oculaires. Là, nous avons donc différentes surfaces qui s'entrechoquent au milieu et ceci crée cette expérience de l'espace. Et par le choix des couleurs, il renforce cette impression. Ce qui se passe à l'horizon, c'est une catastrophe en quelque sorte visuelle, car cette peinture de cette série d'Agrigente
est en fait l'image où l'horizon est une sorte de mur. En fait, tout mouvement de fuite que nous avons connu et ce que nous avons vu chez Dali, et qui se retrouve encore dans les citations, dans toutes les visions romantiques, dans la peinture récente allemande, car ici on la bloque. Donc en fait, on a l'impression que le paysage s'entrouvre comme une boîte, en fait. Et donc voilà, couper cette dynamique. Une autre raison est que ici, cette toile nous rapproche, nous coupe cette profondeur de l'espace et il met en exergue en fait la matérialité. Donc, en fait, dans ces différentes stries du ciel, dans l'excès de la couleur et la matérialité du ciel est pour moi la preuve qu'il n'y a pas cette profondeur, il n'y a pas cette illumination, c'est en fait une couche de couleurs opaques. Et ensuite, il y a quelques mouvements qui montrent l'horizon. Et d'autres endroits, là où on a appliqué les couleurs, ce sont des espaces qui mettent en exergue cette matérialité, en fait, qui constitue un drame à l'intérieur et à l'extérieur de l'image, un combat entre la toile et les couleurs. Et donc même la dimensionnalité en deux dimensions est cassée. En fait, on se demande quelle est la matérialité de cette toile, c'est l'abstraction. Donc, on a fait trois couches différentes à laquelle cette image évoque. Donc, en fait, nos habitudes oculaires, visuelles, de voir des images, de voir des paysages, d'être habitué à voir un certain horizon. Et donc, il y a un certain parti pris de cet horizon qu'a le spectateur. Et ensuite, la composition est changée par différentes lignes et différents espaces et plages qui se limitent à une dimension deux-dimensionnelle. Et le 13e élément est la catastrophe qui constitue en fait cette image qui met en cause sa propre surface. La toile qui a été retravaillée avec un couteau, on a en fait enlevé de la couleur, on a gratté et qui a une certaine perméabilité. Il n'y a pas le fond doré, mais on voit la tôle, donc la matière qui constitue la surface. Nicolas. Juste ajouter un mot à ce que je vous avais suggéré, parce qu'il y a une très grande différence entre la reproduction que j'ai sous les yeux et celle qui est ici. Les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Ici, j'ai un vermillon, un franc vermillon, comme une muleta de torero, tandis que c'est un rouge anglais, ça n'a rien à voir. J'ai ici un orange, et ici, j'ai un jaune de bronze. Évidemment, ça n'a rien à voir. Mais je voulais attirer votre attention sur cette partie médiane entre un dolmen jaune de bronze et cette plage triangulaire de rouge anglais. Cette plage-là est véritablement peinte et par le fait même vibrante, vibratile, vivante, rythmée, autant qu'on puisse le discerner. Je le vois un peu mieux dessus. Ce qui est intéressant, ce sont les fonds. Un frottis, c'est-à-dire la brosse à peine appuyée, elle a juste effleuré la toile, elle a juste déposé, comment dirais-je, une nébulosité de pigments. Mais sous ce frottis jaunasse, il y avait dessous des blancs, dessous des gris. Mitoyen avec ce grand triangle de rouge anglais, eh bien, on ne le voit pas sur l'écran, mais je le vois très nettement sur ma reproduction. Il y a un vert véronèse qui monte de cette grande plaine moissonnée. Il y a un vert véronèse qui est, comment dirais-je, flagellé par une averse de coups de brosse rose violacé.
Et là, on les voit vaguement bruns. Mais en rendant visible la juxtaposition, la superposition des couleurs, des coups de brosse, des frottis, la peinture devient rythmée. Et c'est ce qui lui donne sa musicalité. Car le reste, les grandes plages monochromes, les grandes plages uniformes, n'ont pas de musicalité propre. Et précisément, cette petite musique enserrée dans ce vaste silence oppressant, c'est quand on voit la toile face à face, la toile telle qu'en elle-même, c'est cela qui est émouvant, c'est pas ? C'est que cet effort de la vie pour improviser, pour inventer dans cet univers minéral où rien ne se passera, rien ne peut se passer. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer aux questions, mais je crois que Svenja avait une question sur Van Gogh. Oh, oui, en fait, il y a une question qui me vient à l'esprit et qui me brûle déjà depuis un certain temps. Monsieur Kochork, vous avez parlé d'une certaine catastrophe qu'on voit sur la toile. En fait, nous avons compris que depuis Caspar David Friedrich, l'horizon est en train de se fermer peu à peu, et c'est ainsi que vous terminez aussi votre livre. C'est même la dernière phrase, si je me rappelle bien. L'homme moderne est en fait un homme qui n'a plus d'horizon, qui n'a plus de perspective en quelque sorte. Donc nous avons vu en fait des bateaux en péril, des carcasses de bateaux, et donc ceci m'amène à réfléchir s'il n'y a pas une juxtaposition entre en fait ces éléments spatio-temporels, en fait le temps et l'espace qui touchent à leur fin, comme l'Apocalypse, et que depuis les temps modernes, il n'y a pas une connexion entre ces deux visions de la fin du monde. Oui, je pense qu'on peut tout à fait faire cette connexion. Il y a donc l'impression que la vie moderne a épuisé son potentiel utopique, ne peut plus s'en nourrir. Ceci concerne cette profondeur dans l'espace, dans la profondeur du temps, dans l'imaginaire du renouveau et la perspective du progrès. Donc le progrès devient en quelque sorte une éschatologie sécularisée, tout devient plus sombre, et c'est ainsi on voit un certain mouvement de transgression qui se voit annulé. Alors, il y a un autre impératif du temps moderne qui s'impose, car il a perdu en quelque sorte son importance. On dit « sors, ouvre les yeux ». C'est ça l'impératif qui nous est rappelé. Nous vivons dans un monde spatio-temporel qui n'est plus lié à cette perspective trois-dimensionnelle des images qui représentent des paysages. Mais pour moi, ce n'est pas un pessimisme culturel ou une apocalypse culturelle. Je pense que ça nous fait réfléchir. Je pense qu'on vit dans un monde pressant d'ici et du maintenant, qu'on ne peut plus retarder les choses et attendre quelque chose dans un futur lointain, qu'on a cette nostalgie, cet espoir du lointain, et ceci montre qu'on est dans un horizon fermé et plus précaire. Le monde est fini, le monde, on doit se conformer à cela, et on doit se dire tout ce qui se trouve derrière l'horizon, ce qu'on jette derrière l'horizon, qu'on déverse derrière l'horizon, on ne peut pas s'en débarrasser en fait. Et différents mouvements de l'externalisation, même dans le sens politique et écologique, touchent à leur fin, car nous vivons dans un monde circulaire, tout revient. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Il y a un détail technique. C'est que pour poser une question, vous devez appuyer sur la touche mic qui est devant vous. Donc je ne sais pas s'il y a des... Et puis il y a des micros qui circulent aussi, alors. Oui, là ?
Bonjour, juste peut-être un mot pour dire d'où vient ma question. Je suis architecte et je travaille dans le champ des réflexions urbaines sur la très grande ville contemporaine, et en particulier sur les limites de la très grande ville contemporaine. Et je remarque que aujourd'hui, il semblerait que l'horizon, sans doute d'une façon troublante, mais revienne aux limites de la très grande ville dans laquelle nous vivons. Alors même qu'elle avait disparu, sans doute à une époque où dans le tableau, elle restait non seulement présente, mais sans doute surreprésentée. L'époque au XIXe siècle où la métropole franchit le boulevard, c'est-à-dire franchit la limite depuis laquelle on peut observer la limite, on peut observer l'horizon. Et donc je m'interroge sur cette question-là, je photographie l'horizon dans la très grande ville contemporaine, et je souhaiterais vous demander, vous qui regardez des tableaux, qu'est-ce que nous, contemporains, voyons de l'horizon, ou plus précisément comment on la regarde. Et je dis bien regarder, et peut-être qu'aujourd'hui l'horizon n'est plus quelque chose qu'on lit comme on lirait un texte, mais comment peut-on regarder l'horizon aujourd'hui? Albrecht, vous avez... Oui, en fait, ce n'est pas facile de donner une réponse générale à cette question. Je souhaitais vous expliquer que, en fait, cette histoire est toute une histoire très longue, et donc je jetais en fait un pont. Et lorsqu'on traite d'autres sujets métaphysiques, par exemple, il y a aussi des horizons provisoires. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas prendre des photos sans horizon. Donc, il y a cette trois-dimensionnalité qui est reflétée, mais il y a aussi des tout petits horizons, les mini-horizons en quelque sorte, qui nous permettent d'entrevoir, en fait, entre les maisons, entre les rues. Donc, il y a même des horizons dans un monde étriqué et petit et très dense. Donc, à ce moment-là, dans une forme minimaliste, on s'occupe des mêmes questions. En fait, donc quelle est sa source d'énergie transgressionnelle? Qu'est-ce qu'il peut me permettre? Qu'est-ce qu'il peut me promettre? Est-ce que je peux avoir des images et des fantasmes d'évasion, par exemple? Et quels sont les moyens d'ouverture de la ville vers la campagne? Qu'est-ce qui reste mystérieux? Et donc, c'est la micropolitique des images qui doit le déterminer. C'est toute une autre histoire, encore que celle-ci que nous avons illustrée ici, qui est le passage, en fait, de la peinture du monde occidental. Ma réponse n'est certainement pas satisfaisante, mais elle est spontanée au moins. Merci. Pour répondre à votre question, ce qu'il en est de l'horizon dans le monde contemporain, ce sera très peu contemporain. Je voulais juste vous rappeler que Victor Hugo, le jeune Victor Hugo, lorsqu'il écrivait Les Orientales, il allait sur les fortifs, à la porte de Châtillon ou à la porte de Vanves, pour voir un coucher de soleil. De la ville, on ne le voit jamais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, au centre. Ouais. Oui, il me semble que si on parle de l'art et de la peinture, il faut peut-être voir tout le mouvement du land art qui va aller retrouver l'horizon véritable, c'est-à-dire qui va sortir du tableau pour remontrer où est encore l'horizon. Et même quelquefois dans des toutes petites choses, effectivement, de recréer la mer par rapport à un lac ou des choses comme ça. Voilà. Enfin, ou de faire, par rapport aux tunnels, je ne me rappelle plus quel est l'auteur, les tunnels avec les trous où le ciel est à l'envers, c'est-à-dire est reflété dans l'ombre. C'est une artiste américaine, je ne sais plus son nom. Mais enfin, tout ce mouvement-là, en tout cas, à partir de Klein, retrouve un autre ciel. Albrecht. Oui, sans doute, le land art a quelque chose à voir avec
la largeur du paysage. Donc le lointain, l'horizon, dont on sait ce qui se passe derrière, parce que c'est ça la différence. C'est pour cela qu'il a un caractère provisoire, puisqu'on peut le modeler dans certaines mises en scène de l'art paysagiste pour exprimer la topographie, mais tout en étant conscient du fait que la voie vers l'horizon est très codifiée dans les temps modernes. Donc en fait, c'est un effet de fuite de la campagne et c'est ancré dans l'imaginaire, à savoir derrière la campagne, il y a de nouveau la ville. Donc l'horizon est emprisonné en quelque sorte dans des faits concrets de la société. Donc, il ne nous donne pas la possibilité de rêver à un paysage derrière lequel il n'y a personne. C'est d'ailleurs aussi une imagination politiquement fatale qui est fortement reliée avec des politiques de refoulement ou de non-perception de ce qui est perçu dans le lointain comme non structuré, comme espace de l'ouverture, alors que en réalité, c'est structuré. Il y a d'autres personnes qui y vivent. Donc, dans cette magie de l'horizon, il y a aussi un trait impérialiste qui était très important au XIXe siècle. Tout cela est parti et maintenant, on sait qu'on peut mettre en scène le lointain, mais que ce lointain va se rechanger en quelque chose de près. Je voudrais revenir à l'esthétique du tunnel parce que c'est en effet une imagination spatiale moderne, à savoir les passages de tunnels et aussi simulés électroniquement. C'est-à-dire, on a l'impression d'un espace profond avec différentes dimensions. Donc, ce n'est pas l'espace comme espace limité du monde, mais on voit vraiment un espace de profondeur de plusieurs formes. On le voit dans la science-fiction, une pluralisation virtuelle des horizons et du lointain. Est-ce qu'il y... Nicolas, ouais. Je ne répondrai pas vraiment à votre question. Je remarquais simplement avec quelle obsession presque invincible, même quand il n'y a pas d'horizon discernable, nous le cherchons, comme s'il nous coûtait de nous représenter, comment dirais-je, comme s'il nous coûtait qu'un tableau ne représentât rien et qu'il ne représentât pas la terre, le terroir, le territoire où nous sommes. Et je me rappelais un mot fort ancien, puisqu'il est de Van Gogh, qui, dans les dernières années, vers 88-89, écrit « Je crois que la peinture se fera de plus en plus musique ». Je me permets cette incidence parce que nous allons voir ensuite 3 toiles de Nicolas de Staël et il me semble que ces propos sont en quelque sorte inaugurés cette nouvelle série. Que la peinture se fera de plus en plus musique. Or, la musique est par excellence l'art qui ne nous représente rien. Il signifie, mais on ne pourrait pas dire ce qu'il dit exactement. Ce qui fait que le souci de l'horizon nous enserre dans le monde de la représentation, où toutes choses sont dans l'espace et le temps, les unes situées par rapport aux autres. Mais, comment dirais-je, nous rend insoucieux du monde de la volonté, c'est-à-dire du monde de l'affectivité, où il y a l'amour, le désir, l'envie, l'admiration, etc., etc. De sorte que,
pour que la peinture se fasse musique, il faut qu'elle cesse d'être, de façon si obsédante, représentative. Et qu'on considère dans la peinture non pas ce qu'elle représente, mais la peinture elle-même, c'est-à-dire sa musicalité, à savoir son rythme, ses tonalités, ses altérations, ses modulations, etc. Ce que va, je crois, montrer Nicolas de Staël. Pardonnez-moi cette incidente. Merci. Nous avons encore quelques minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 3 questions à la suite, les unes des autres. Peut-être des questions directement adressées à l'un des 2 intervenants, d'ailleurs, et puis qu'on y réponde successivement ensuite. Alors, oui, là-bas. Vous avez un micro ? Oui. Alors c'est une question qui est peut-être dans la lignée de la toute première question, puisque je suis moi aussi architecte. Donc en fait, je pars d'un constat qui est que les architectes, finalement, aujourd'hui, on peut, en caricaturant, se dire qu'il y a tout un pan de l'architecture moderne qui effectivement se détourne de la question du paysage et de l'horizon, ou qui, du moins, quand elle l'intègre, ne l'intègre que de façon véritablement intérieure, et qui probablement réagit à une évolution du contexte urbain, on va dire, difficile, d'une complexification de la ville contemporaine et de ses évolutions, et qui donc se détourne de l'extériorité et du paysage. Et on observe malgré tout qu'il y a un certain nombre d'architectes qui aujourd'hui, au contraire, retournent vers l'horizon et en parlent énormément. Je parle par exemple de Pierre-Louis Falloci, pour qui c'est quelque chose de central. Et donc une espèce de dualisme comme ça, enfin de deux manières de penser ou pas l'horizon. Et ça m'amène à 2 questions. La première, finalement, au vu des questions de durabilité, de développement soutenable, etc. Est-ce qu'on n'est pas amené tout de même à revenir vers l'horizon? Et la deuxième, qui touche à l'invisibilité de l'horizon, finalement, est-ce que l'horizon, lorsqu'il n'est pas visible, ne peut pas, sous certaines conditions, continuer à être présent? Voilà. D'accord. On va prendre immédiatement une deuxième question, donc au fond. Oui, bonjour. Moi, s'il y a un horizon qui m'inquiète et qui me tourmente, c'est l'horizon historique. Que laisserons-nous aux générations qui vont venir, n'étant pas en train d'hypothéquer leur avenir? Merci. Et une troisième question. Oui, là-bas au fond. Ça fonctionne? Oui. Ouais. Bonjour, merci. En fait, j'aurais aimé savoir, j'aurais aimé comprendre si la dissolution de l'horizon au XXe siècle, si sa disparition à partir de la pensée de la modernité, en fait, peut être pensée dans la perspective où, en fait, on a créé des outils optiques comme le cinéma ou la photographie qui rendent visible, en fait, ce qui est invisible et donc qui rendrait obsolète le fait de penser, en fait, cet invisible. Et j'aurais aimé savoir aussi, enfin, ce que les intervenants pensaient à propos de Marc Roscoe et de sa linéarité. Merci. Donc 3 questions, l'une sur l'horizon en architecture, la seconde sur l'horizon historique, notamment des jeunes générations, et enfin une question sur les outils technologiques et la manière dont ils ont changé notre rapport à l'horizon. Je ne sais pas à quelle question, Nicolas Grimaldi, est-ce qu'il y en a une qui... Je ne pourrais répondre à aucune des 3. Néanmoins, un mot sur la dernière. Lorsque vous parlez de la linéarité de Rothko, les œuvres de Rothko nous introduisent dans un univers non représentatif, purement pictural, ayant sa propre musicalité, c'est-à-dire avec une tonalité, comment dirais-je, presque toujours la même, il y a toujours une tonalité dominante. Et c'est uniquement la vibration, comment dirais-je, il n'y a que un ton étant donné, un vert amande, un mauve, plus ou moins violet.
une tonalité étant donnée, il n'y a sur toute la toile que des différences de dynamique, des différences d'intensité, des différences, si je veux dire, de le poids, la lourdeur, le poids d'une couleur, n'est-ce pas, qui est plus ou moins léger, plus ou moins lourde. Et c'est cela qui fait une toile de Rothko, qui ne représente simplement rien, c'est simplement cette atmosphère uniquement mélodique. Uniquement mélodique. Si je veux dire, il arpège les différentes nuances d'une même tonalité. Donc voilà, c'est à accueillir comme une comptine, comme une pièce sur deux, trois notes. On passe du majeur au mineur. Il y avait une autre question sur... Une question sur l'absence d'horizon pour les jeunes générations. Pour la difficulté à configurer un horizon historique, notamment pour les jeunes générations. Quant à savoir si les moyens techniques, comme le cinéma, nous donnent à voir l'invisible, je ne le crois pas. Et ils nous font voir autre chose, mais ils ne rendent pas visible l'invisible. Ce dont on pourrait dire qu'il rend aujourd'hui visible ce qui naguère est invisible, mais c'est sans horizon, c'est par exemple l'échographie. Lorsqu'on me montre mon foie, ma rate, évidemment, pour Descartes, c'était invisible. Et le propre de la technique, c'est de le rendre visible. Le médecin observe ce qui, pour Descartes, paraissait absolument inobservable. Néanmoins, il ne me montre pas au même moment ce qui se passe à l'autre pôle. En ce moment, il y a quelqu'un qui est en train d'éternuer au pôle sud, et je peux vous assurer que le cinéma ne me le fait pas voir. Albrecht, est-ce que vous avez des remarques ou des réponses à ces questions? Ce n'est pas facile de répondre à ces questions d'une manière générale. Je voudrais peut-être souligner un aspect qui a à faire avec ces questions. L'horizon est aussi un facteur important quand il s'agit de savoir si on a affaire à un extrait ou à quelque chose d'entier. Donc, c'est aussi cette histoire du panneau peint ou de la photographie ou pour les images mouvementées. Cette question est aussi traitée par rapport au motif de l'horizon. Au début, j'avais dit que l'horizon arrive dans le monde de la peinture comme un horizon d'un monde entier, donc comme un horizon des paysages du monde. Mais en même temps, la perspectivité de la peinture et des moyens optiques et techniques, c'est une perspectivité qui nous donne des extraits. L'horizon est en fait le moyen de donner des extraits. Et ce processus s'est encore accéléré dans un monde qu'on ne peut plus représenter dans un seul espace. Ce n'est plus un ordre tridimensionnel, mais c'est un monde qui consiste en une multitude d'espaces virtuels, perspectives, qui, quand il s'agit de perspectivité, ont leur horizon et aussi leur ligne d'avenir et leur espace historique. Mais la question est de savoir dans quel espace dimensionnel ces fonctions sont reliées. Et ce n'est pas un espace qu'on peut représenter dans un tableau. L'art abstrait réagit à cela, puisque l'art abstrait ne représente plus la synthèse de tout ça en trois dimensions. On doit trouver d'autres formes par rapport à la proportionnalité, aux mathématiques et sûrement aussi par rapport à la musique. Donc c'est une question très générale, un constat général qui touche à beaucoup de choses. En ce qui concerne l'architecture, je dois dire que je trouve que c'est une évolution très intéressante puisque l'architecture, notamment l'architecture moderne, a construit pendant longtemps selon des monades. Donc en fait, on a fait des îlots. Et ça, on peut l'observer encore aujourd'hui, même là où on se trouve actuellement.
On pourrait se demander la question, est-ce que ça se situe dans un contexte? Le fait que l'urbanisme et l'architecture réfléchissent à cette relation au paysage, de se voir comme une partie du paysage, moi, je crois que c'est une évolution très bonne. Et ça crée le lien avec une histoire sur plusieurs siècles où on situe la ville dans le paysage et où on intègre le paysage dans la ville. Parce que c'est fantasmagorique d'abandonner la finitude dans la ville en plaçant les villes dans les scénarios de paysage. C'est un processus permanent qui, pour l'urbanisme, est vraiment très élémentaire. Merci, je crois que ce sera le mot de la fin. Il faut rendre la salle maintenant. Merci, un grand merci à nos intervenants.